entreprises engagées, dont le haut-commissaire était à l'époque Thibaut Gully, qui maintenant, c'est un haut-commissariat qui n'existe plus, puisque M. Thibaut Gully est désormais haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Il avait été opéré à l'époque parce que nous devions identifier les gisements pour créer l'impact des 40 000 mises en emploi au sein des entreprises adaptées sous 4 années et 100 000 supplémentaires dans le SIAE. Il s'est opéré très rapidement que dans les analyses chiffrées qui ont été réalisées, il fallait trouver 1,9 milliard d'euros supplémentaires de chiffre d'affaires dans ce qu'on appelle toutes les entreprises sociales inclusives, c'est-à-dire les entreprises adaptées, les ESAT et les structures de l'insertion par l'activité économique. Et donc, ce 1,9 milliard, il y a plusieurs potentialités pour identifier les gisements, dont notamment la partie des achats publics, 400 millions d'euros. C'est pourquoi, avec l'UNEA, l'AFEI et Handicat, nous avons opéré une sollicitation, évidemment avec tous nos alliés, bien entendu, hein, on n'a pas fait les choses seuls. On a opéré une sollicitation des pouvoirs publics, du Parlement, pour permettre de flexibiliser l'article 36 du Code des marchés publics pour nous permettre justement d'avoir plus de possibles, c'est-à-dire de conserver les anciennes pratiques, comme on a là d'ailleurs avec le marché des masques, puisqu'on a des aboutissements exclusifs EA-ESAT, exclusifs SIAE, et puis la possibilité, dans des grandes quantités, de pouvoir à la fois faire appel aux EA, aux EI, dans des grands marchés de grande ampleur, comme les 60 millions de masques, puisque notre réseau est dans l'incapacité actuelle de produire 60 millions de masques à nous seuls, dans les délais qui nous sont impartis. Donc, sur ces gisements, s'il y a 400 millions d'euros des marchés publics et 1,9 milliard au total, ça fait 1,5 milliard à trouver par an en fin 2022 pour concourir à cet ensemble d'éléments. Et donc, Accenture a été mandaté pour faire une enquête sur les gisements dans le cadre des dispositifs de relocalisation industrielle en lien avec les démarches qui sont opérées par Bercy, plus particulièrement par Madame la ministre déléguée à l'industrie, Madame Pannier-Runacher, qui travaille activement avec Madame Elisabeth Borne, Monsieur le Premier ministre Jean Castex, et donc qui ont élaboré une lettre de mission qui a été signée et approuvée en Conseil des ministres il y a 2 semaines, et dont M. Thibaut Gully, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, a été missionné de travailler sur ce qu'on appelle les achats inclusifs, c'est-à-dire la relocalisation industrielle par les entreprises adaptées, entreprises d'insertion par activité économique et les ESA. Et donc, Accenture avait élaboré donc une enquête de gisement basée donc dans les critères de l'automobile, ce qui était faiblement robotisable, notamment pour susciter beaucoup d'emplois, tout en révélant des leviers de compétitivité incitatifs. Donc, les faisceaux électriques dans l'automobile, j'en ai parlé tout à l'heure. Également, le numérique. Alors, sur le numérique, il y a un gisement à court terme pour les structures d'entreprises sociales inclusives de 3 000 emplois. Et en fait, avec une analyse plus approfondie au-delà de 2022, il y a un gisement même de 20 000 emplois, en plus des 3 000, qui sont analysés, accessibles. Si, avec la condition que derrière les 3 000 premières mises en emploi, il y ait des investissements massifs en termes de formation et de qualification des personnes salariées de nos structures. Voilà. Mais en l'occurrence, nous restons sur le gisement des 3 000 mises à l'emploi et pas des 23 000. Et la dernière, donc, c'est la confection textile, tout ce qu'on a fait avec le projet Résilience et les échanges qu'il y a pu y avoir avec les équipes également de Decathlon et tous les gisements publics qu'il peut y avoir sur les textiles de communication. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc, nous vous transmettrons évidemment les bonnes feuilles et les éléments liés à cette enquête, puisqu'elles font partie intégrante de la justification de ces gisements d'emploi. Derrière ces gisements d'emploi, Accenture actuellement avec les équipes UNEA et
plus particulièrement Mohamed Ranem, qui est notre responsable contrôle de gestion et financier de l'Union nationale des entreprises adaptées, qui n'est pas là présent parce qu'il travaille sur le projet. On ne lui a pas encore dit qu'on avait gagné 2 jours et on ne va pas lui dire pour qu'il avance vite. Voilà, ce n'est pas gentil de ma part, mais bon, il faut bien qu'on tienne des délais. Et qu'ensuite, on puisse justement déposer, faire ces transcriptions du nombre d'emplois au chiffre d'affaires à obtenir, ainsi que tous les éléments en matière d'investissement. Et dans les 3 consortiums, ce ne sont pas du tout les mêmes investissements. Nous passons de 3 métiers différents et nous nous appuyons évidemment sur les enquêtes et les études approfondies qu'a fait Accenture auprès d'ailleurs de certaines entreprises adaptées, certaines entreprises d'insertion. C'est pour ça que nous avons déjà quelques modèles préétablis de cibles. Donc, sur les prochaines échéances que l'on va faire, et ce qui a été évoqué avec la DGFP, puisque nous sommes en lien direct avec la DGFP, et le ministère délégué à l'insertion, Madame Klinkert et son cabinet, qui a une écoute attentive. Et d'ailleurs, on l'a vu à travers la breaking news il y a quelques minutes, puisque nous avons gagné 48 heures, donc nous avons été entendus. On aurait aimé plus, mais c'est déjà un bon signal, comme quoi nous sommes soutenus, pour que, justement, basé sur leur soutien, on puisse déployer ces consortiums de grande ampleur. L'idée stratégique pour l'UNEA au service de ses adhérents, les dirigeants d'entreprises adaptées, les présidents d'organismes gestionnaires d'entreprises adaptées, c'est qu'on puisse évidemment sanctuariser un maximum de financement pour nous accompagner jusqu'à mi-fin 2022. Alors pour l'instant, dans le calendrier de la circulaire, c'est milieu 2022, mais nous tenterons tout de même si on en a besoin, puisque nous allons déposer des dossiers qui vont jusqu'à fin 2022. Je l'ai toujours dit, nous l'avons toujours dit, c'est ce que disent les enquêtes, les emplois qui seront créés, ça sera jusqu'à fin 2022. Tout le monde n'ira pas à la même vitesse. Et c'est pour ça que l'UNEA se fait fort de partager au gré, et on vous l'a sollicité, de vos ambitions. Peut-être qu'on sera amené à vous challenger un petit peu plus, hein, parce qu'on n'est pas aux 5000 mises à l'emploi. Donc, on risque de vous proposer d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus fort. Et également, ce qu'on veut faire, donc là, c'est lancer l'amorce avec le FATEA comme amorçage, comme soutien. Mais nous allons, dans un deuxième temps, aller chercher les budgets des plans de relance de Bercy et du ministère délégué à l'industrie, piloté par Madame la ministre déléguée, Madame Agnès Pannier-Runacher. C'est très important parce qu'aujourd'hui, un rapport dénommé PAC Rebond a identifié une entreprise adaptée comme étant pratique inspirante par Bercy. C'est pourquoi l'IGA s'est intéressé à nous rapidement, les entreprises adaptées, et a vu en nous un justificatif développement économique utile dans l'ancrage territorial. Donc, fort de tout ça, on a Bercy qui, enfin, je le dis, enfin, nous entrouvre ses portes et nous allons lui montrer qu'on est capable d'investir et qu'on est capable, évidemment, derrière, de créer de l'emploi à travers soit de la relocalisation, soit carrément des gains de nouveaux marchés, comme pour les marchés publics. Donc, sur ces 3 premières activités, nous élaborons donc des business cases, des business plans, suivant tous les éléments que je vous ai dit. Donc, on part de la création, de la mise à l'emploi et puis on déroule. Ça, c'est le premier point. Nous allons donc, sous votre mandat, en votre qualité de mandant et nous de mandataires, déposer ces 3 dossiers en Île-de-France, qui est le siège de l'Union nationale des entreprises adaptées, en parallèle auprès de la DGFP également, pour avoir une instruction de nos dossiers. Donc, nous ne sommes pas sûrs, à l'heure qu'il est, d'obtenir gain de cause. Je serais très étonné que nous ne l'ayons pas. Mais bon, voilà, on va tenter de l'avoir parce que nous représentons aujourd'hui, à cet instant, je crois, Céline et Sébastien, à peu près 110 entreprises adaptées et une vingtaine d'entreprises d'insertion. C'est ça. Les entreprises d'insertion ne viennent pas sur le FATEA, ils viennent sur le FDI, hein, le Fonds de développement à l'insertion, qui est propre et dévolu aux EI, qui est doté d'à peu près 200 millions d'euros, un peu moins, qui concerne leur budget. Et en fait, les EI, on les intègre dans le consortium confection textile, comme nous l'avions fait pendant le premier confinement, fin mars jusqu'à fin mai.
C'est ça, Sébastien. Céline, vous m'arrêtez ou vous me complétez si… C'est ça. Donc, ce sont des consortiums d'ampleur nationaux, très ambitieux, 10 000 mises à l'emploi au total. Donc, je vous l'ai dit, on va déposer les dossiers, on va attendre les instructions que nous espérons tous favorables. Ensuite, à notre qualité de mandataire, nous demandons aussi à être liquidateur des budgets. Alors, c'est là où ça devient difficile pour l'UNEA, qui va nous obliger à changer d'échelle et donc à se doter évidemment d'expertise ad hoc. Pour le faire, ça veut dire que nous recevrons pour chacun des consortiums l'ensemble des aides, conformément à ce qu'il y a décrit dans les circulaires, évidemment, avec les acomptes, etc. Et que nous aurons la responsabilité, et je précise bien la responsabilité, d'être liquidateur de ces aides. Et donc, le conventionnement de l'État se ferait avec nous et donc, de fait, avec vous. Et nous reviendrons vers vous sur l'ensemble de ces éléments que, pour l'instant, nous n'avons pas très clairement identifiés, ni l'administration. C'est comme les consortiums, c'est pas non plus, tout n'est pas écrit noir sur blanc, et donc on va voir comment ça s'opère dans la réalité. L'idée pour nous de porter au sein de l'UNEA ces éléments, encore une fois, c'est d'être sûr de sanctuariser ces fonds, de les avoir à disposition et d'être en capacité à faire. Voilà. Et nous souhaitons accompagner les entreprises adaptées. Et donc, une fois que nous disposons des fonds, nous allons avoir ensuite, dans un premier temps, donc le temps où on va commencer à investir, d'aller diagnostiquer toutes les entreprises adaptées qui font partie de ce consortium. C'est-à-dire basé sur les éléments de réponse de l'appel à manifestation d'intérêt. On vous a demandé où c'est que vous vouliez aller, etc. KPMG, qui nous connaît extrêmement bien, que vous connaissez très bien, qui a fait les enquêtes notamment sur le retour sur investissement social et gain social des entreprises adaptées pour la France depuis 2011, va vous accompagner pour creuser l'ensemble des éléments que vous avez notifiés par l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, pour voir d'où vous partez, où vous voulez aller et l'ensemble du package qu'il vous faut en termes d'accompagnement, en termes d'investissement pour atteindre ces éléments-là. Peut-être aussi que KPMG, je vais leur susurrer à l'oreille de challenger un peu tout le monde pour en faire un peu plus. Bon, mais il n'y a que vous qui déciderez de là où vous voulez aller, bien entendu. Et on se débrouillera autrement pour essayer d'en faire toujours plus. Du moins, vous comprenez que nous allons demander un dimensionnement de projet à hauteur de ces 10 000 mises à l'emploi. Voilà. C'est ça qui est important à comprendre. Et qu'on va partager à la fois les gisements de business et dès à présent, nous avons déjà des échanges avec le haut commissaire sur l'emploi et l'engagement des entreprises, ainsi que 3 principaux sponsors de chacun des consortiums, pour se préparer à aller progressivement sur du développement économique. Les 3 consortiums sont différents. Certains, comme l'informatique, pour créer 3000 mises à l'emploi dans le numérique, va solliciter quand même, là pour le coup, de la montée en professionnalisation, de la montée en compétences. Donc là, il va y avoir une sollicitation accrue des services de l'Académie UNEA pour mettre en œuvre, là aussi, des éléments financiers complétifs à l'apport en formation, parce que les formations peuvent être parfois un peu longues, puisque dans les emplois que l'on a, hormis les CDD tremplin, mais dans les emplois SOC auprès de personnes en situation de handicap avec des critères particuliers, il y a parfois des savoirs de base qui ne sont pas maîtrisés, et donc il va falloir anticiper ça. Et nous sommes forts, l'UNEA et les entreprises adaptées, d'un accord cadre national pour l'emploi UNEA, ainsi que des accords spécifiques avec la GFI pour nous accompagner aussi à renforcer nos moyens en matière de formation et de préparation à l'emploi. Donc, en fait, tous ces éléments-là, toute l'expertise de l'UNEA que l'on a compilée, agrégée, fructifiée depuis de très nombreuses années, eh bien, nous allons le mettre au service de toutes les EA qui ont une intention commune d'œuvrer à ces 3 grandes activités, ces 10 000 mises à l'emploi. Donc, je pense que j'ai à peu près dit les prochaines étapes. Donc, demain, nous livrons un premier dossier
auprès de la DGFP. Donc, les 3 consortiums partent sur un business case Excel avec les pages Accenture justifiant de notre démarche auprès de la DGFP en vue d'une préparation. Deuxième élément, vous aurez un email de notre part qui va vous donner quelques éléments sur les prochaines étapes et puis qui va vous solliciter pour nous dire tout simplement par email, pas plus, que sur le consortium que vous avez choisi, vous donnez mandat sur spécifiquement ce consortium-là à l'UNEA pour déposer le dossier de consortium et être également liquidateur des aides. Voilà pour l'ensemble du dispositif que nous allons opérer au fur et à mesure. Sachez également que dans le cadre du développement, j'ai oublié de le dire, des 3 consortiums, nous allons aussi mettre en œuvre des ressources commerciales parce qu'il faut continuer à croître après 2022. Voilà, donc là, on a des business cases avec Accenture sur 2022, mais il faut qu'on aille au-delà. Donc, pour aller au-delà, il faut qu'on prévoie et qu'on amorce déjà les éléments pour que justement les entreprises adaptées puissent bénéficier de gisements, continuer à créer de l'emploi, continuer à faire exister les investissements qui auront été opérés tout au long de cette fin d'année 2021 et jusqu'à mi-2022. Voilà, on espère d'aller jusqu'à fin 2022. Donc, vous voyez, on pourra prendre le temps. Hein, chaque entreprise adaptée pourra prendre le temps. Et nous viendrons sur des éléments incitatifs. Peut-être que Céline ou Sébastien, si vous voulez donner quelques précisions au regard de ce que j'ai pu dire et annoncer. Pour ma part, bonjour tout le monde. Pour ma part, je vous ai poussé en tout début de webinaire un petit message dans le chat au cas où, parmi la cinquantaine de participants qui sont dans la salle, certaines, Joanne, n'avaient pas renseigné l'appel à manifestation d'intérêt et souhaitaient être embarquées dans les différents consortiums. Je vous ai donc poussé mon mail et la liste des infos dont j'ai besoin. Voilà, ça c'est la première info. De mon côté, pas plus pour l'instant. Sébastien? On est en train de travailler sur le dimensionnement et sur le dossier à déposer aujourd'hui. Moi, j'ai pas de complément d'information à apporter à tes propos. Donc, sur les 2 questions là qui ont été posées, y a-t-il un minimum de postes à créer? Non. Voilà. Donc, les dimensionnements, en fait, on opère donc pour être. Je vais essayer d'être clair. Hein, c'est pas simple à comprendre et j'en conviens. Hein. C'est parce qu'on travaille jour et nuit sur ce sujet, mais vraiment jour et nuit. Moi, j'étais censé être en vacances cette semaine, c'est pas possible. Donc, c'est qu'en fait, on crée un dossier commun, un seul dossier avec un mandataire, justement, pour que chaque EA puisse progressivement, on a eu ces retours de votre intention en termes de création d'emploi, hein, voilà, mais qu'on puisse aussi vous rassurer, mieux vous accompagner peut-être pour faire plus, parce que ce qu'on veut, c'est faire plus. Et donc, ce qu'on veut, c'est vous attribuer plus d'aide, forcément. Donc, est-ce qu'il y a un minimum de postes à créer? Non, il n'y en a pas. Si une EA adhère à un consortium numérique, doit-elle prévoir de l'investissement d'Alphatea 2020? Alors, si vous adhérez dans un autre consortium que celui de l'UNEA, oui, surtout si c'est vous qui portez le consortium. Voilà. Et là aussi, dans le cadre d'un consortium, on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 possibilités. Soit dans les consortiums de plusieurs entreprises adaptées, il y a un mandataire unique qui est reconnu par chacun de ses membres. Il porte le dossier, il recevra les aides et il redistribuera les aides. Ça, c'est une première version. La deuxième version, c'est dans un consortium, plusieurs entreprises adaptées et chacun conventionne avec ses directs. Voilà. Donc, il y a ces 2 possibilités-là qui sont au choix du consortium. Le choix du consortium maintenant, qui est encore un autre consortium, en plus, en supplément, en complément, hein, ce n'est pas en substitution. D'accord ? Vous pouvez poser des consortiums numériques, même si l'UNEA en fait un de son côté. Il n'y a aucun problème. Nous, l'UNEA, on fait des consortiums ensemble en plusieurs entreprises adaptées pour la bonne et simple raison qu'on va aller attaquer des marchés mais colossaux. On ne va pas attaquer le marché à 10 000 ou 100 000 euros.
on va y aller à 30 ou 40 millions d'euros. Et donc, si vous voulez, pour adresser ces marchés de 30 ou 40 millions d'euros, il est évident qu'une seule entreprise adaptée en France, à ma connaissance, et je suis membre du bureau de l'UNEA depuis 2008, avec le président Sébastien Citerne, qui est aujourd'hui délégué général, ça me fait sourire parce que ça remonte maintenant, on dirait que je suis âgé. Bref, depuis 2008, il n'y a aucune entreprise adaptée qui, en 2 ans, est capable d'absorber la charge dans le numérique de 40 millions d'euros de business. Je ne connais pas. Voilà. Donc, par contre, si 50, 60 entreprises adaptées se coalisent ensemble dans toutes leurs capacités, là, on peut être un acteur intéressant. Voilà. Et que si on en est incapable même ensemble, eh bien, peut-être qu'à court terme, on ira chercher des co-traitants pour que justement on puisse trouver des solutions. Mais des solutions, il y en a toujours. Je ne suis pas inquiet sur ça. Donc, voilà, le but de l'UNEA, c'est à la fois de sanctuariser tous ces fonds pour pas qu'ils partent parce qu'il y a une probabilité qu'on ne les ait pas, voilà, les fonds FATEAX 2. Et deuxièmement, on va aller adresser et attaquer des marchés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Que ça soit dans l'automobile, que ça soit dans les masques, la confection textile, les t-shirts, ou que ça soit dans le numérique. C'est la même chose. On va aller attaquer les gros donneurs d'ordre à l'échelle européenne, pour lesquels souvent on avait des difficultés à répondre, ce qu'ils nous reprochaient. Aujourd'hui, ils ne pourront plus nous le reprocher puisqu'on aura les capacités. Et donc, on va se doter là aussi d'experts dans ces consortiums mutualisés qui vont discuter de très haut niveau, de techniques, avec ces grands donneurs d'ordre, avec les acheteurs et avec les opérationnels. Donc, pour reprendre la question, si l'UNEA adhère à un consortium numérique, doit-elle prévoir de l'investissement dans le FATEA 2020? Oui, pour ces consortiums à elle, indépendamment de l'UNEA. Vis-à-vis de ceux portés par l'UNEA, celui du numérique, non. Elle nous donne son intention de faire à travers l'AMI. Demain, on va lui demander qu'elle nous fasse bien un email nous désignant comme mandataire et que là, nous déposerons ce grand dossier pour créer 3000 mises à l'emploi. Mohamed est en train de vérifier les chiffres. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça fait 35, entre 35, 40 ou 50 millions d'euros par an, je crois. 35, enfin, je ne sais plus. Bon, bref, c'est à peu près ça. Voilà. Et donc, on les a détectés avec Accenture, ces gisements, on sait où les adresser et on sait les faire. Et d'ailleurs, même, on est en train de discuter avec eux. Voilà. Donc, on a 2 grands gisements qui sont matures, qui commencent à être matures. Alors, les masques, c'est fait puisqu'on a l'appel d'offres d'amorçage. Et ça ne concerne que les masques, ça ne concerne même pas les t-shirts. Et puis, pareil sur le… Comment ça s'appelle ? Zut. Le numérique, c'est en cours. Reste à régler des questions de budget de formation. Mais bon, ça devrait se régler. Sur l'automobile, c'est juste un travail sur les leviers de compétitivité incitatifs pour les constructeurs automobiles français. Voilà. Donc, il faut qu'on règle ce problème-là, qui n'est pas un si petit problème que ça, mais c'est en cours également. Voilà, je pense que j'ai répondu aux 2 questions. J'espère que j'ai été clair sur le fait que déposer des dossiers, même individuellement pour vos EA, n'attendez pas l'UNEA, encore une fois. Voilà. Nous, on vient en complément, en supplément. Voilà. Et donc, y a-t-il un nombre minimum de postes à créer? Non. Par contre, on va revenir vers vous sous une forme de dialogue diagnostic pour voir vos besoins, vos incitations, peut-être vous challenger et vous proposer une démarche et on viendra en plus avec des financements et j'espère des compléments de financement du plan de relance du ministère délégué à l'industrie. Peut-on rejoindre un consortium en cours? Oui. Oui, tout à fait, pas de problème. Pas de problème. Bon, si possible, ça serait bien qu'on l'ait avant. Parce que plus on aura de mandats, plus on aura des déplafonnements d'aide. Là aussi, soyons très clairs, parce que si on dépose quelque chose avec 5 entreprises adaptées, il est sûr que là, ça ne va pas le faire. En termes de déplafonnement, on ne va pas arriver à coaliser. Ce qui va poser des problèmes en termes de budget. Si on veut donner du crédit, il faut qu'on soit fort et nombreux.
Par exemple, pour l'entreprise adaptée que je co-dirige, on va déposer, je vous ai dit, 8 projets, donc quelques consortiums locaux, un avec une légumerie locale, un autre dans le numérique, un autre dans la logistique, je crois. Et nous allons, FMS, participer à celui de la confection textile et à celui du numérique. Par contre, ce n'est pas notre stratégie, ce n'est pas notre métier, nous n'irons pas sur l'automobile. Non pas que ça soit intéressant, mais on a trop de projets chez FMS, il y a beaucoup trop, et on veut tenter de créer entre 300 et 400 emplois. On est très ambitieux, mais on n'aura pas le temps, enfin, on n'a pas les moyens aujourd'hui de tout faire, mais c'est déjà beaucoup. Et je pense que si tout le monde prend sa part comme ça, on peut le faire. Et vous pouvez très bien postuler, enfin, candidater sur les 3 consortiums avec nous. Il n'y a aucun problème, aucun. Tous les métiers sont bons, ils sont vérifiés par Accenture, ça génère de la marge, ça génère de la croissance, c'est faisable, c'est adressable par les entreprises adaptées parce qu'en fait, tous les métiers qui ont été étudiés par Accenture sont basés sur des faits réels dans les EA. C'est une modélisation des EA. Voilà. Et vous verrez que même Accenture compare tout ça avec ce qui se pratique en ce qu'on appelle le nearshore ou le offshore. Vous le verrez dans l'enquête. Donc, les 3 sont faisables techniquement et économiquement au sein des entreprises adaptées. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez partir de zéro, vous pouvez partir d'à peu près déjà quelques activités ou de très forte activité, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat que je n'aurais pas vu? Alors, le premier projet de consortium numérique va commencer à quelle date? On dépose les dossiers, ça va dépendre des délais d'instruction. Et dès qu'on a le go, on avance à fond. Hein. Voilà, c'est tout. Et puis, on va aller très rapidement. Disons que le plus tardivement possible, ça serait le 1er janvier 2021. Voilà, le plus tard possible. Si on peut faire plus tôt, on fera plus tôt. Là, on a plusieurs problèmes qui s'ouvrent à nous. On n'a pas la vision globale des délais d'instruction, premier. Je pense que ça ira vite, j'espère. Mais l'autre, c'est là le confinement. Le confinement actuel qui sollicite le télétravail, qui sollicite le chômage partiel. Je ne suis pas sûr que ça permette d'instaurer un climat de confiance fort de la part de nos grands donneurs d'ordre sur des grands bundles. Voilà, donc je ne sais pas, mais en tout cas, on fera tout pour démarrer le 1er janvier 2021 sur le nouveau PLF avec les 1000 aides au poste en plus socle et les CDD tremplin. Et donc, on a besoin d'avoir votre mandat pour que justement, on prépare aussi les directs à leur dire que vous êtes dans le consortium susceptible de créer de l'emploi et qui se prépare dans les gisements, que ce soit des aides socles ou que ce soit des aides des expérimentations en prêt réservé dans les régions. Voilà. Il faut que tout soit cohérent. Il y a le FATEA, mais il y a aussi les aides au poste socle et les aides au poste expérimentation. C'est important, les deux sont liés. On n'aurait pas pu faire ça non plus si on n'avait pas eu un PLF 2021 favorable, c'est clair. On a un PLF 2021 favorable avec 1000 aides au poste socle en plus. Pour déposer un dossier consortium, nous utilisons le dossier annexe 5 pour les EA. Oui, je le crois. Effectivement, pour vos propres consortiums à vous, effectivement, l'UNIA va utiliser l'annexe 5 pour l'ensemble en tant que mandataire. On va utiliser le même en fait. On n'a pas de circuit particulier. On fait la même chose. C'est comme si on était une énorme entreprise adaptée. Sauf que nous ne ferons aucune activité. C'est vous qui allez la faire. Progressivement, selon votre désir et vos projets. Voilà, je regarde vite fait le chat. Est-ce qu'il y avait des questions pour les EA qui ne produisent pas de faisceaux? Serons-nous accompagnés pour y aller? Bien sûr. Mais bien sûr, oui. Ça, c'est important. C'est des gisements qui sont tellement colossaux. Oui, à mon avis, il faut y aller. À mon avis, il faut y aller. Et donc, on va justement, là pour le coup, je vais être très clair, embaucher des personnes de très très haute qualification en matière d'industrialisation. Là, il nous faut, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un profil de PDG d'un équipementier automobile, c'est clair.
Parce que là, face à nos clients globaux, il va falloir être clair sur ces sujets-là. On n'a pas la maîtrise au sein de l'UNEA, premièrement. Et deuxièmement, on va s'adosser à des cabinets de business process et engineering pour nous accompagner à faire ça. Et donc, on veut utiliser plusieurs leviers pour financer les transitions. C'est-à-dire que dans le cadre des relocalisations, évidemment, il y a un transfert de savoir, un transfert de technologie. Voilà. Il y a notamment un décret qui est en cours, qui a été signé, qui doit sortir, qui doit être en instance de publication au sein du SGG, qui est le secrétariat général au gouvernement, qui d'ailleurs dit que les soutiens en matière de financement des investissements des entreprises adaptées peut passer dans la limite des dépenses de 10% des grandes entreprises sur leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés. C'est les fameux 10% de l'époque. Et là, il y a un décret qui va sortir où vraiment les grandes entreprises pourront utiliser toute ou partie de cet argent pour financer aux entreprises adaptées des montées en charge et en compétences. Et là, c'est tout à fait le cas. Ça rentre dans ce qu'on appelle les moments de transition, c'est-à-dire de transfert de compétences et de savoir en vue de réaliser une activité transférée. Donc oui, il y aura cet accompagnement majeur et c'est très important pour nous parce que c'est le début d'une grande histoire. En fonction des consortiums, la localisation géographique peut être un frein. Eh bien, ça peut être à la fois un frein et une opportunité. Donc, tout ça fera partie des analyses dans le cadre de la supply chain. Alors, évidemment, plus on est près évidemment du client, mieux c'est. Mais quoi qu'il arrive, vous serez toujours meilleur en termes d'empreinte carbone que le Maghreb. C'est clair, il y aura moins de dépenses d'empreinte carbone. Et je dis ça non pas sur le ton de la plaisanterie, sur une réalité, parce que l'Europe s'apprête à taxer fortement les importations via ce système d'empreinte carbone. Et vous le verrez aussi dans l'enquête d'Accenture, tous les laïus qui concernent justement ce sujet-là et les économies en matière d'impact carbone de ces gisements d'emploi. Ils sont mis, si vous voulez, dans un cadre, là, au moment de l'enquête périphérique, là, ils deviennent d'une ampleur conséquente parce qu'il risque d'y avoir des taxations sur le sujet aux frontières de l'Europe. C'est ce qui est prévu dans le cadre des remboursements des subventions qui ont été octroyées aux pays en difficulté du fait de la crise sanitaire. Le temps que ça se mette en place. Donc, est-ce que c'est un frein? Oui et non, mais de toute façon, il y aura des diagnostics qui seront opérés avec chacune des entreprises adaptées et le KPMG pour bien voir les accompagnements jusqu'où vous pouvez aller. Il faut savoir qu'il y a des découpages, si on parle du consortium automobile, de plusieurs étapes. Il est possible qu'il y ait des découpages à la fois horizontaux et verticaux pour qu'on puisse justement entraîner tout le monde. L'idée, c'est d'entraîner vraiment tout le monde dans une grande supply chain capacitaire. Et nous avons visité à ce titre une grande entreprise espagnole il y a 2 semaines avec le haut-commissaire qui s'appelle Gouréac, qu'on connaît bien dans le cadre de UCI, de la Confédération européenne des entreprises inclusives, dont nous avons la vice-présidence et dont nous avons été cofondateurs. Cette entreprise adaptée de 6 000 salariés, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en Espagne, dont 40% de leur activité industrielle à l'export, travaille énormément dans l'équipement informatique, des choses très intéressantes, des choses moins intéressantes, mais en tout cas, leur changement d'échelle est assez impressionnant. Ils y ont mis du temps. Ils n'ont pas créé cette entreprise industrielle en 2 ans, c'est évident. Ils l'ont fait dans une dizaine d'années, mais vraiment, ils comptent comme étant des équipementiers automobiles référenciés. Ils ont eu le trophée lauréat d'or du fournisseur de l'année 2018, Gouréac, de tous les sous-traitants de Valeo. Ce qui montre bien l'impact, les niveaux, les marges et le niveau d'industrialisation de cette structure. Donc, c'est possible. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a visité, c'était pour montrer que c'était possible avec des personnes en situation de handicap. Et Gouréac a 70% de personnes en situation de handicap sur l'ensemble de leur structure et donc à production, ils sont à plus de 80% avec des personnes en équivalent ESAT en France qui opèrent sur ces mêmes lignes de production. Très intéressant à voir. Il y a une vidéo que je donnerai d'ailleurs à Céline et Sébastien qui vous feront passer dans
dans vos emails demain lorsqu'on va vous adresser de mandat. Quel est le nom? C'est Gouréac. Alors, je vais vous l'écrire en live. Je ne sais pas si je peux. Gouréac. Non, je ne sais pas répondre là-dessus. Alors, je vais le mettre dans le chat pour tout le monde. C'est Gouréac. Voilà. Zut, je vais le donner à tout le monde. Alors, Gouréac a la particularité d'être très connu et Monsieur Sébastien Reynaud a fait un reportage, a participé à un reportage, une interview sur France 2 avec Gouréac, Sébastien Reynaud, donc, qui est premier vice-président de l'Union nationale des entreprises adaptées. Et il avait fait une interview sur les entreprises adaptées et inclusives en Europe. Je vous envoie le lien de suite, comme ça vous l'avez. Mais on le remettra quand même dans l'email, hein, juste Céline et Sébastien, pour montrer que c'est possible. C'est ce qu'on a montré au commissaire, qui a vraiment été ébahi, pour le coup, de ce qu'il a constaté. Et donc lui montrer que vraiment, il faut créer les leviers de compétitivité incitatifs. Lors de cette même visite, on a pu échanger avec plusieurs entreprises adaptées qui opèrent en France de manière excellente sur l'automobile. Il y avait Bretagne Atelier notamment, je ne vais pas tous les citer, M. Deloum de Nouvelle-Aquitaine, il y avait Tania de l'Est et il y avait également la MIPI qui était bien représentée. Donc ensemble, nous allons pouvoir nourrir et fructifier les relations que l'on a avec la PFA, qui est la plateforme Fédération de l'automobile, et également PSA, qui était présent, Peugeot. Voilà. La vidéo n'est pas... Ah, pardon, excusez-moi. Si la vidéo n'est pas... Alors, ah oui, la vidéo n'est pas accessible sur ce... Ok, bon, je la chercherai après. Il y a deux façons d'aller dans ces vidéos-là. Et c'est direct et terminé. On l'a, hein, la vidéo. Je sais plus ce que Sébastien. On la récupérera auprès de Sébastien Reynaud et on vous la transmettra par email. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues dans le chat ou le QR? Si, alors, quel est le nom? Oui, ok, ça c'est fait. S'il ne a part sur un consortium pour proposer une nouvelle activité sur le territoire à des personnes en situation de handicap, à combien estimez-vous le nombre de TP potentiellement à créer? Toujours automobile. Bon, d'abord, dans l'entrepreneuriat social, par rapport à votre sollicitation, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a une cible à 5 000 mises à l'emploi. Après, on a des canevas sur ces types de domaines. Nous, si vous voulez gérer toute la chaîne dans l'entrepreneuriat et avoir une dynamique opérante, nous pensons, mais je pense que ça sera confirmé par les études et par KPMG qui viendra vous voir, qu'il va falloir avoir une ambition autour d'une centaine d'emplois. Et alors, ça peut paraître fort, surtout, je ne sais pas combien d'emplois vous êtes aujourd'hui, mais il faut être ambitieux. Je pense que quand on entreprend, là, vous avez le soutien de l'État, le soutien de l'UNEA, le soutien bientôt d'Accenture, KPMG et d'anciens grands patrons et personnalités qui vont venir vous soutenir, parce que c'est vous qui allez faire l'activité et on veut absolument tous que ça marche. Que ce soit le gouvernement dans toutes ses composantes, l'État, tout le monde va faire en sorte à ce que ça fonctionne. Vous allez être très, très soutenu. Donc, à nombre de TP, c'est un petit peu vous qui allez mettre le curseur quand KPMG va venir discuter avec vous pour essayer de voir vos ambitions, vous challenger, vous faire comprendre, voir d'où vous partez, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, comment vous pouvez à la fois vous faire aider du national, de tout ce que l'on fait, mais aussi localement, parce que mettre en œuvre une production industrielle relocalisée dans votre territoire, vous allez voir, je crois que vos élus du conseil départemental de la région, en plus en période électorale, vont vous applaudir, hein, voire vous donner une médaille. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très recherché. Madame Agnès Pannier-Runacher a mis en place ce qu'elle appelle les packs rebonds, c'est-à-dire dans des zones économiques ou des ZAC particulières avec le concours de la BPI. Elle peut
Je crois qu'il y en a 150 zones là aujourd'hui qui sont agréées certaines zones donc, de développement économique dans les territoires pour là aussi accélérer tous les investissements, les garanties, l'ensemble des dispositions d'excellence de BPI pour vous accompagner à entreprendre et vous soutenir. À quand une OETH européenne? C'est le but et l'objet de UC. C'est à la fois d'avoir une reconnaissance du modèle entreprise adaptée ou entreprise adaptée inclusive à l'échelle européenne. Et c'est le but aussi de suggérer, alors pas que nous, sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais d'avoir certaines équivalences. Et déjà, il faudrait déjà démarrer sur une reconnaissance qualité travailleurs handicapés. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que la libre circulation des travailleurs en situation de handicap n'est pas une réalité. La frontière ne vous reconnaît pas la qualité de travailleur handicapé entre un pays et un autre. Et là, nous avons un premier frein européen. Donc, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant puisqu'il est déjà en Espagne, sauf qu'il n'est pas lié à des sanctions financières. Enfin, ce n'est pas des sanctions, c'est des contributions financières. Il est lié à des obligations pénales, comme il y avait aussi en Angleterre. Donc, il faut une harmonisation sur les reconnaissances qualité de travail handicapé. Il faut une harmonisation sur les obligations d'emploi des travailleurs handicapés, c'est clair. Nous sommes assez exemplaires sur le sujet en France, mais il faut que la libre circulation des travailleurs en situation de handicap soit une réalité. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'on a lancé avec l'UNEA notamment des projets Erasmus pour mieux se connaître, mieux connaître l'appréhension des métiers et de ce que l'on fait dans les différents pays. Pouvez-vous repréciser les secteurs d'activité des consortiums et les activités et les emplois créés pour les entreprises adaptées partenaires de ces consortiums? Donc, les consortiums que vont porter l'UNEA sont au nombre de 3. Ils concernent les activités de confection textile avec un premier sponsor qui est le projet Résilience. Projet Résilience qui est porté par une association Résilience dont le président est l'un des directeurs généraux de la holding de Decathlon, qui nous permet d'avoir des accès plus faciles aux échanges avec Decathlon, qui est le premier fournisseur mondial d'équipements et d'accessoires et de vêtements de sport et de outdoor, indoor, etc. Ensuite, nous avons un deuxième consortium numérique avec comme sponsor Airbus. Alors, Airbus, qui est un industriel européen que tout le monde connaît, qui fait déjà plus de 50 millions d'euros de sous-traitance auprès des entreprises adaptées des ESAT dans le passé. Et donc, Airbus est l'un des premiers comptes français, voire européens, en matière de sous-traitance numérique. Puisqu'il y a 2 ans, ou l'année dernière, je ne sais plus, enfin avant le confinement du moins, les marchés pouvaient représenter, sous-traiter jusqu'à 1 milliard d'euros par an à l'échelle internationale de sous-traitance numérique. Ce qui en fait un des fers de lance et un des acteurs importants du numérique européen. Et le dernier, c'est l'automobile. Pareil, alors, sur le numérique, il y a 3000 mises à l'emploi. Et sur l'automobile, 5000 mises à l'emploi jusqu'à fin 2022. Là aussi, c'est tous les opérateurs équipementiers automobiles, mais les constructeurs. Et surtout, on est en lien avec PFA et nous travaillons évidemment avec la MIPI, APF France Handicap, etc., pour véritablement construire des relations très fortes et aller de l'avant grâce au concours des entreprises adaptées existantes qui font déjà un formidable travail. Et nos échanges avec la MIPI, APF, Bretagne Atelier, avec Tania, M. Deloum sont très riches et porteurs de sens et rassurent nos interlocuteurs. Voilà les 3 grandes activités. Alors après, pour descendre dans le détail des activités, peut-être ça qui vous intéresse. Donc dans le numérique, on va attaquer quasiment tous les grands sujets, sauf dans un premier temps, je parle, parce qu'après, il peut y avoir des nouvelles choses qui arrivent au fur et à mesure. FMS, c'est l'entreprise adaptée que je co-dirige, qui a fait du onshore social local avec le groupe américain Boardrider, qui possède des marques Quicksilver et des marques Biabong, qui est landais et basque, qui est le numéro 1 mondial d'équipements, accessoires et vêtements de surf, qui est local, avec qui on travaille depuis tout le temps. Donc, on a relocalisé à peu près 1 million de pièces à reconditionner
dans le cadre de la relocalisation qui a permis de créer 40 emplois. Et aujourd'hui, fort de cette agilité, il veut relocaliser d'autres choses. Donc, en fait, il y a eu un effet entraînant derrière cette première étape réussie. Donc, dans un premier temps, dans le numérique, on va aller du support niveau 1, 2 et 3, tests recettes. Donc ça, les supports et les tests recettes, c'est ce qui est le plus couramment déployé dans les entreprises adaptées françaises. Après, il y a des éléments un peu plus d'un niveau un peu plus haut, qui est la conception, développement, intégration de systèmes pour y convenir d'un bout à un autre, etc. Il y a aussi les sujets d'intégration. Voilà. Par contre, sur les infrastructures, là, pour l'instant, on n'y est pas dessus. Mais rien n'empêche d'y aller aussi. Ensuite, les faisceaux. Alors, il y a plein de choses sur les faisceaux. Il y a la partie logistique, réception, contrôle, vérification, assemblage, conditionnement, etc. Donc, il y a des découpages très séquentiels. Là, on est dans l'industrie de très haut niveau d'automobile. Donc, c'est très particulier. Et là, si on veut vraiment avoir des coûts intéressants, il faut être dans de la masse. C'est pour ça qu'il faut partir très fort, très haut sur beaucoup d'emplois, parce que si on veut arriver à avoir des coûts intéressants pour nos donneurs d'ordre, il faut absolument qu'on soit dans des masses d'activité. Restera évidemment, vous savez, le sujet d'avoir le sourcing et les candidatures aux emplois. Et enfin, sur le textile, là, nous sommes comme ce qu'on a connu dans le confinement, d'abord sur des masques, mais aussi des t-shirts. Et donc, le projet Résilience travaille avec nous sur des systèmes R&D pour avoir des nouveaux dispositifs low impact, c'est-à-dire avec faible impact sur l'environnement et l'empreinte carbone. Et notamment, c'est comment passer, par exemple, de la fabrication de masques à de la fabrication de t-shirts et pourquoi pas d'autres éléments. Il a été étudié aussi les serviettes de bain. Il s'en vend des dizaines et des dizaines de millions, voire des centaines de millions, je crois, en Europe chaque année. Mais juste l'anecdote sur les serviettes de bain, comme c'est fortement robotisé, ce n'est pas un des éléments qui a été retenu parce que nous devons concourir à l'emploi prioritairement et donc pas forcément à l'investissement de machines qui se substitue à l'emploi d'êtres humains. Je pense que j'ai été exhaustif. Alors après, bon, on reviendra vers vous sur l'ensemble des détails, sur ce que vous désirez faire, le cas du projet d'entreprise et la totalité. Là, je ne vois plus de questions. Je pense qu'il y a du monde qui est parti depuis. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, dès demain, on remet à la DGFP, on vous transmet un email et puis on continue à progresser ensemble. Et soyez convaincus de notre forte implication à vouloir opérer comme ce qu'on a fait pendant le confinement. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. Merci Sébastien, Céline et à l'ensemble de tous nos adhérents et bientôt mandats. Voilà, je ne me trompe pas. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.